Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui est vraiment au cœur de notre programme d'HGSGSP. Une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est en fait un vrai casse-tête. Un territoire, c'est quoi? Est-ce que c'est un lien, quelque chose qui nous rassemble, ou au contraire une frontière, quelque chose qui nous sépare? On va essayer de répondre à cette question. Comment le tracé des frontières, qui est un acte purement politique, comment est-ce qu'il se confronte à la vie des gens, à leur territoire, à leurs identités? Pour ça, on va voir trois choses. D'abord, on va définir ce qu'est un territoire. Ensuite, on regardera comment les frontières coloniales ont tout chamboulé. Et enfin, on verra à quoi sert une frontière aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors voilà la grande question. Une frontière, c'est quoi au juste? Spontanément, on pense à quoi? À une ligne sur une carte, un poste de douane, ou même un mur. Mais vous vous doutez bien que si on en fait tout un chapitre, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. On va creuser un peu et aller voir ce qui se cache derrière cette simple ligne. Regardez bien cette carte. On est en 1911. Vous voyez ces lignes bien droites, bien géométriques. On dirait qu'elles ont été tracées à la règle. Et pour cause, elles ont été dessinées dans des bureaux à Paris par des gens qui pour la plupart ne connaissaient absolument pas le terrain. Ces lignes, elles coupent en deux des peuples. Elles ignorent les langues, les chemins que les gens empruntent depuis des siècles. Bref, elles ne tiennent compte de rien. Et ça, c'est la première chose, mais alors vraiment la plus importante à retenir. Une frontière, ce n'est jamais naturel. C'est une construction politique. C'est un acte de pouvoir. Ok, donc pour bien saisir ce qu'est une frontière, il faut d'abord qu'on soit au clair sur ce qu'est un territoire. Et je vous préviens, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'un simple bout de carte colorié. Alors, voilà la définition, et celle-là, il faut vraiment la connaître pour le bac. Un territoire, c'est quoi? C'est un espace qu'un groupe d'humains s'est approprié, c'est-à-dire qu'il l'a transformé, il lui a donné des noms, il y a vécu. En gros, un territoire, c'est un espace qui a une histoire, une âme. C'est de l'espace plus du sens, voilà, tout simplement. Et justement, puisqu'on parle de sens, si un territoire a du sens pour un groupe, il devient la base même de son identité. C'est là que les gens se sentent chez eux. C'est notre deuxième point et il est fondamental. Il y a une très belle image de l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Il dit que l'identité, c'est une sorte de foyer virtuel. C'est pas un truc qu'on peut toucher, d'accord? Mais ce foyer, pour qu'il existe vraiment, il a besoin de s'accrocher à quelque chose de concret. Il a besoin de s'enraciner. Et cet endroit où l'identité s'enracine, le plus souvent, c'est le territoire. Mais concrètement, ça veut dire quoi s'ancrer? C'est très simple. C'est la terre des ancêtres, là où les générations passées sont enterrées. Ce lien est hyper fort, à la fois physique et spirituel. Pensez aussi aux lieux sacrés, une source, une montagne, une forêt, des endroits qui ont une signification particulière pour le groupe. Et puis à la langue bien sûr, avec les noms des lieux, la toponymie, qui raconte l'histoire de chaque recoin. Le territoire, en fait, c'est un peu la mémoire à ciel ouvert d'une communauté. Bon, récapitulons. On a d'un côté un territoire qui est un espace vécu, plein de sens, qui unit les gens, et de l'autre, une autorité extérieure, lointaine, qui débarque et qui trace des lignes à la règle sur une carte. Des frontières qui coupent en deux tout ça. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, forcément ça crée des tensions. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour bien comprendre ce mécanisme, on va prendre une étude de cas parfaite pour notre axe 1 du programme. C'est l'histoire de la Haute-Volta, une colonie française qui est devenue aujourd'hui le Burkina Faso. C'est vraiment l'exemple type de la logique coloniale. Il faut bien comprendre que quand les puissances coloniales tracent des frontières, elles n'ont qu'une seule chose en tête, leurs propres intérêts. Le bien-être ou l'histoire des populations locales, ça ne rentre pas en ligne de compte. Leur logique, elle tient en trois mots. D'abord, contrôler. Il faut quadriller le terrain militairement. Ensuite, exploiter. Le but, c'est de piller les ressources et trouver des main-d'œuvre pas chères. Et enfin, administrer. Il faut que ce soit simple à gérer, même si ça veut dire séparer des peuples qui vivaient ensemble ou en mettre d'autres ensemble de force. Regardez cette carte, 1899. Là, on est en pleine conquête. Le découpage est 100% militaire. Les frontières, si on peut les appeler comme ça, ce sont juste des lignes de front qui avancent et reculent avec les soldats. C'est la loi du plus fort, point. 20 ans plus tard, 1919. La logique a un peu changé. La conquête est plus ou moins finie. Maintenant, il faut administrer. Alors, la France crée un nouveau territoire, sorti de nulle part, la colonie de Haute-Volta. Et pourquoi ce territoire-là? Parce qu'on a décidé de regrouper des populations qu'on a appelées les voltaïques. C'est une catégorie ethnique inventée par les colons eux-mêmes pour justifier la création d'une frontière. Assez fou, non? Et là, attention, accrochez-vous bien. En 1932, à peine 13 ans après sa création, la Haute-Volta disparaît. Pouf, rayée de la carte. On la démembre et on distribue les morceaux aux colonies voisines, surtout la Côte d'Ivoire. Et la raison? Elle est purement économique. La Côte d'Ivoire a besoin de bras pour ses plantations. Donc, en supprimant la colonie de Haute-Volta, on rend beaucoup plus facile le déplacement forcé des travailleurs.
C'est incroyable, on a sacrifié un territoire entier pour la rentabilité d'un autre. La logique économique a tout écrasé. Et ce n'est pas fini. Nouveau rebondissement en 1947. Après la Seconde Guerre mondiale, le contexte a changé, les calculs politiques aussi, et hop, on reconstitue la Haute-Volta. Vous voyez cette espèce de valse des frontières, un coup je te crée, un coup je te supprime, un coup je te recrée. Ça montre bien à quel point ces frontières sont artificielles, complètement déconnectées de la vie des gens, et soumises uniquement aux intérêts de la France. Bon, pour résumer cette histoire un peu folle, en moins de 30 ans, on a un territoire qui est créé, puis effacé, puis recréé. C'est vraiment l'exemple parfait à ressortir dans une copie du bac. Il illustre à merveille le côté totalement arbitraire et purement utilitaire des frontières coloniales. Retenez-le bien. Ok, tout ça c'est le passé. Mais ces lignes, elles sont toujours là aujourd'hui. Elles ont laissé des traces, c'est sûr. Mais la vie s'est organisée autour. Alors concrètement, ça veut dire quoi de vivre près d'une frontière? L'idée clé à retenir ici, c'est qu'une frontière a toujours un double visage. Pensez à une pièce de monnaie. Il y a pile et il y a face. Côté pile, la frontière barrière, c'est le mur, la séparation, le contrôle. Ça peut être une source de conflit. Et côté face, la frontière interface. Là, c'est une zone de contact, d'échange, de business, de culture. C'est un lieu de rencontre. Et souvent, ces zones sont hyper dynamiques. Du coup, la vie quotidienne à la frontière, elle est souvent assez complexe. Vous avez des familles coupées en deux par une simple ligne sur une carte. Vous avez tout un commerce, parfois légal, parfois moins, qui se développe en jouant avec cette frontière. Ça crée des tensions, c'est évident, mais ça crée aussi des choses positives, de nouvelles formes de solidarité et même des identités un peu hybrides, des identités frontalières où les gens se sentent un peu d'un côté et un peu de l'autre. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce que ça peut nous aider à voir les frontières différemment? L'idée centrale, la chose à retenir de ce chapitre, c'est ça. Les frontières ne sont pas naturelles. Point. Même quand une frontière suit un fleuve ou une chaîne de montagnes, le choix de cette limite-là est une décision politique. C'est toujours le résultat d'une histoire, d'un rapport de force. C'est une construction humaine. Et qui dit construction humaine, dit que ça peut être discuté, changé, voire déplacé. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour réfléchir un peu. On a bien vu que les lignes sur les cartes, ce sont des constructions. Mais au fond, est-ce que les frontières les plus dures à traverser, ce ne sont pas celles qu'on a dans nos têtes, celles qui nous font dire « nous » d'un côté et « eux » de l'autre? C'est une question qui va bien au-delà du programme, mais qui est essentielle aujourd'hui. Voilà, merci pour votre écoute et n'oubliez pas les mots-clés territoire, construction politique et le duo barrière/interface.